Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Robert Badinter a remis son rapport sur le Code du travail à Manuel Valls. 61 articles de grands principes du droit du travail, dont la réforme devrait durer 2 ans selon l'ancien garde des Sceaux. 35 heures supplémentaires, contrat de travail, allocation chômage. Que va faire le gouvernement? Et on attend la loi El Khomri alors que les chiffres du chômage sont tombés. 90 000 demandeurs d'emploi en plus en 2015. Sur un an, la hausse est 2 fois moindre qu'en 2014. Mais le taux de chômage atteint un record avec 3 059 000 chômeurs. Enfin, le président iranien Hassan Rouhani, reçu en grande pompe par François Hollande à Paris. À la clé, des accords commerciaux avec les grands groupes français. Manuel Valls évoque un partenariat. Alors, un partenariat jusqu'où? Économique, politique? Quelle est la nature de ce nouveau chapitre des relations avec l'Iran? Et on en parle avec mes invités. Nicolas Bavrez est avec moi, bonjour. Bonjour. Nicolas Bavrez, historien, économiste, éditorialiste au Point. François Calfon, bonjour. Bonjour. Conseiller régional PS en Ile-de-France. Et Guillaume Clossat, fondateur du think tank Europa Nova. Bonjour. La réforme du Code du travail a-t-elle avancé avec la remise du rapport Badinter? L'ancien garde des Sceaux affirme qu'il faut 2 ans pour la mettre en œuvre. Alors il énonce de grands principes dans 62 articles, dont le principe d'égalité. Sur le temps de travail, le principe est celui d'une durée normale et d'une durée différente au sein de l'entreprise ou de la branche, avec dans ce cas un droit à compensation. Alors que va faire le gouvernement? On attend la loi El Khomri, alors que les derniers chiffres du chômage viennent de tomber. 90 000 demandeurs d'emploi en plus en 2015. Quelques réactions, on en débat ensuite. Aujourd'hui, nous avons donc d'une certaine manière déverrouillé l'approche du temps de travail. Et ce, pour le bien de tous, les salariés comme les PME, parce qu'au fond, c'est ça qu'il s'agit de déverrouiller. On aimerait, en tant que chef d'entreprise, aller beaucoup plus loin que cela. On aimerait que, comme ça a pu être évoqué, qu'entre branches, qu'entre entreprises, qu'au niveau des salariés, les choses puissent se décider, oui pour les 35 heures, non pour les 35 heures, mais qu'il y ait vraiment cette liberté de ton, une véritable flexibilité pour de bon. Le fait de les rémunérer, je trouve, à 25% et à 50%, moi je trouve que c'est plus motivant. Dans tous les pays où il y a eu dérégulation du marché du travail, on constate qu'il y a de moins en moins de salariés couverts par des conventions collectives et une augmentation des inégalités. Alors François Calfon, c'est vrai que le rapport Badinter, ce sont des grands principes. Oui. Le gouvernement va-t-il revenir sur les 35 heures ou pas? Je reviens sur ce débat parce que Emmanuel Macron le voudrait, Manuel Valls pas vraiment. C'est vraiment le totem absolu, les 35 heures, et ça nous fait passer un... C'est toujours un totem? Bah oui, manifestement, parce que j'ai entendu, ne serait-ce que dans la bouche du Premier ministre, dans l'extrait que vous avez montré, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui n'a pas été pointé. La vérité, c'est qu'il y a 2 marchés du travail. Il y a le marché du travail des grandes entreprises et des PME, PMI qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes. Donc la question, c'est qu'il y a un droit du travail qui est adapté pour les grands groupes, parce qu'en réalité, ils savent se séparer de salariés. Il y a eu 340 000 ruptures conventionnelles. Donc il faudrait déverrouiller les 35 heures pour les PME, par exemple? Il faut sans doute que le niveau de la branche et de l'entreprise puisse intervenir au niveau des PME. Maintenant, cet alpha et oméga qui consisterait finalement à tout déréguler pour que tout fonctionne, ou encore, nouvelle tarte à la crème, tout ubériser pour que tout fonctionne, est une vaste blague. Et à côté de cela, on ne parle pas de sujets qui sont des sujets fondamentaux. Il n'y a pas un marché du travail, mais des marchés du travail. Ça veut dire qu'il faut une organisation de la réponse au chômage qui soit dans les bassins d'emploi, donc la régionalisation de Pôle emploi. Voilà l'une des réponses. Et puis, l'impensé, l'incompris, même si, bien sûr, la sécurisation des parcours avance, c'est-à-dire la formation et notamment des demandeurs d'emploi. Les 500 000 formations payées par l'État, c'est tout simplement une chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, faire en sorte que les demandeurs d'emploi, au lieu de toucher une indemnisation passive, se requalifient, notamment les métiers en tension. C'est ce que a proposé François Hollande. Nicolas Bavrez, il faut revenir sur les 35 heures. Vous, on sait qu'a priori, c'est ce que vous... préconisé. Oui, mais j'allais dire, je rejoins ce qui a été dit au sens où aborder la question des 35 heures, si on ne remet pas ça dans un programme et dans une analyse complète, ça n'a pas grand sens. Donc quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que le chômage est devenu une exception française. Chez nous, ça continue à augmenter, ça baisse partout ailleurs. En France, c'est le seul pays qui continue à détruire de l'emploi. On a créé 2,7... Ça, c'est la faute aux 35 heures? Non, c'est ce que je vous explique. On ne peut pas résumer ça à une mesure. C'est un système. Donc, aujourd'hui, on crée de l'emploi, 2,7 millions aux États-Unis, 650 000 en Espagne l'an dernier, 500 000 en Allemagne, 200 000 en Italie, grâce à la réforme du marché du travail faite par M. Renzi, qui n'est pas un homme de droite par ailleurs. Donc, le taux de chômage, pratiquement tout le monde est en plein emploi. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Allemagne. Alors,
et cette situation du chômage, elle est en train de détruire non seulement l'économie française, mais elle détruit la société. Donc il faut absolument s'y mettre. Donc flexibiliser le marché du travail de manière plus large. Si vous voulez, en termes de chômage, il y a 3 types de chômage pour les économistes. Il y a le chômage d'offres, c'est-à-dire excès de réglementation et excès du coût. On a le problème. Insuffisance de la croissance. On a aussi le problème, 1,5 point de retard de croissance sur 2 ans par rapport à la zone euro. On a un taux de 1,1% aujourd'hui en France. Et enfin, on a un problème de chômage technologique parce qu'on n'a pas les bonnes qualifications à mettre en face des emplois de l'avenir. Donc il faut qu'on travaille, il faut être pragmatique il faut travailler sur ces 3 aspects. Oui. Donc sur le problème de l'offre, oui, il faut flexibiliser le marché du travail. Oui, il faut qu'on règle notre problème de coût du travail qui est extravagant puisqu'il est... Le CICE le plus important partout en Europe. Ensuite, sur la croissance, il faut débloquer la croissance, débloquer l'investissement, ce qui veut dire massivement diminuer la fiscalité du capital. Et sur les technologies, il faut former les gens. On ne peut pas continuer à avoir 181 000 jeunes, 20% d'une classe d'âge, qui sortent sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter du système éducatif. Donc, travaillons sur tout ça. C'est ce qu'ont fait tous les autres. C'est juste un peu anxiogène de dégrainer comme ça tous les facteurs, même si c'est académiquement correct. La vérité sur le chômage actuellement, c'est quand même qu'on a commencé par une politique de ponction fiscale des ménages qui a été extrêmement impressionnante et qui nous a mis en retard de croissance quand même. Et c'est quand même bien la croissance qui est en cause. Et d'ailleurs, pas de Manuel Valls d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va voir que ça repart. Sur la question du coût du travail, après, est-ce que c'est la TVA sociale, est-ce que c'est le CICE ou le pacte? On est en train de résoudre ce problème-là. Il y a eu quand même un transfert de fiscalité au profit des entreprises de 30 milliards d'euros. C'est important. Et ensuite, là où je vous rejoins... Mais justement, ça ne suffit pas pour créer des... Là où je vous rejoins, c'est quand même ce déficit de formation qui renverrait à un autre débat sur, finalement, la faute structurelle. Les chômeurs que mais non, mais quand on sort 150 000 personnes sans formation du système éducatif, on crée quand même, finalement, une disjonction entre l'offre d'emploi et l'élément important, la dimension longue. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en France, on ait aujourd'hui 15,8 millions d'emplois marchands? Il y en avait déjà 15,8 millions en 2002, alors que la population a énormément augmenté. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une question simplement qui remonte à 2012 ou de telle ou telle mesure. C'est un fait qu'on a mis un système en France où on ne crée plus d'emplois, alors que la population, et donc forcément le chômage explose. Guillaume Clossard, c'est vrai qu'on parle de Matteo Renzi, parce que lui, met en place la réforme du marché du travail, en tout cas son contrat de travail semble plus flexible que le CDI français. Est-ce que c'est un exemple à suivre? De toute façon, je pense que c'est une source d'inspiration, parce que le problème français, c'est un problème de long terme. Si on regarde depuis 35 ans, en fait, le taux de chômage en France, il est entre 9 et 11%. Et je pense que le manque de confiance des citoyens par rapport à la classe politique et de toutes les institutions est largement dû à cette incapacité à remettre en mouvement la société française. Et le défi, c'est en effet de regarder les éléments systémiques qui sont concernés. Moi, je compléterais... Mais on en fait des diagnostics. Non, parce que si on n'a pas... C'est très bien d'avoir une approche code du travail, une approche ci, une approche ça, mais un plan qui marche, c'est une vision d'ensemble et on doit appuyer en même temps sur les différents leviers à différents moments. Et tant qu'on n'a pas cette vision d'ensemble, on n'arrête pas de faire des réformes. Vous dites qu'il faut dégainer sur tous les fronts, a priori, sur le marché du travail, sur la formation. Il faut avoir une vision et une prévisibilité aussi pour les acteurs. Si je peux ça m'intéresserait d'avoir l'avis de... Quand on regarde ce qu'a fait Renzi, ce que je trouve, pour répondre à votre question, qui est, soyons pragmatiques. C'est vrai que pour les économistes, par exemple, on a beaucoup discuté du contrat de travail unique. C'est un très bel objet universitaire. Je ne pense pas que ce soit opérationnel. Voilà. Mais la démarche Renzi, elle est intéressante parce qu'il ne s'est pas seulement attaqué au contrat à durée indéterminée. Renzi a fait quelque chose que je trouve très pragmatique et très efficace. Il a pris toutes les catégories de contrats de travail en Italie. Il a pris les stages, il a pris les CDI et à chaque fois, il a détendu chacun des types de contrats de travail. Et avec ça, il a créé 200 000 emplois en un an. On devrait en tirer les leçons en France, François Calfon. Il a mis en œuvre une réforme en profondeur des administrations publiques, en réformant, en rajeunissant et en fixant des objectifs. Matteo Renzi serait l'exemple. En plus, franchement, il n'est pas de droite. Il faut sans doute simplifier, parce qu'en réalité, quand on regarde, moi j'ai regardé de près avec les équipes du ministère du Travail comment on pouvait faire un plan PME.
notamment. Alors, vous vous concentrez sur les PME. Je vais vous répondre. Mais en réalité, les contrats dits de projet, de chantier, etc., extrêmement flexibles, ils existent. Des contrats lourdement subventionnés, y compris dans le secteur privé, ça existe. Donc il y a sans doute un enjeu de simplification, mais il y a aussi un enjeu, je le répète, pardon, les faits sont têtus, ça a été pointé par Guillaume Clossin, c'est les réformes structurelles sur le marché du travail et sur l'intermédiaire. Normalement, non, mais il y a des choses auxquelles on ne s'attaque jamais vraiment. Le marché du sur travail. La formation professionnelle, pourquoi c'est les branches professionnelles qui sont très riches, qui réservent ça à leurs salariés et qui ne sont pas en mutation, et pourquoi on ne bascule pas ça sur les salariés seniors ou sur les salariés qui vont être licenciés? Pourquoi c'est toujours une espèce d'administration nationale qui s'appelle Pôle emploi, alors qu'on devrait faire comme on a fait pour l'organisation de la santé, organiser territorialement dans la proximité. Donc c'est le problème de la formation auquel on devrait s'attaquer. On s'y attaque, mais vraiment, honnêtement, c'est absolument pas à la hauteur. Apprentissage aussi, parce que si on regarde les pays que vous avez cités, les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, la Suisse, l'apprentissage est une filière d'excellence. Elle est intégrée avec les PME, les grands groupes. Ça fait un an ou deux qu'on en parle de l'apprentissage. C'est pas une affaire d'un an ou deux. C'est l'écart entre les mots et les actes, c'est que l'apprentissage, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, sauf qu'on a fait passer des mesures qui l'ont fait baisser de 20%. Les emplois familiaux, c'est la même chose, c'était une idée géniale, inventée d'ailleurs par la gauche, avec l'administration qui gérait sa complexité. On traitait évidemment les familles différemment du CAC 40, ce qui n'était pas idiot non plus. On a tout détruit. On a 20% d'emplois familiaux en moins. Donc oui, il faut s'attaquer à la formation, mais il faut être clair, tant qu'on ne se sera pas attaqué aussi à nos problèmes de coût du travail, de contrat de travail, de possibilités de licenciement, et on n'aura rien fait parce qu'on ne créera pas d'emplois. C'est le pacte. On ne peut pas dire qu'on ne s'y attaque pas, surtout quand c'est les ménages qui payent 32 milliards d'impôts. Des charges pour les entreprises, de facto. Monsieur Barras, vous pouvez pas dire. Je rappelle simplement que c'est une mesure qui est revenue sur plus de 40 milliards de hausse de prélèvements. Donc on a effectivement annulé la hausse des prélèvements qui avait eu avant. On n'a pas que annulé la hausse des prélèvements, on a fait un transfert massif, comme ça n'a jamais été fait, de fiscalité sur les ménages au profit des entreprises. Et c'est précisément ce qui a cassé la croissance renaissante. C'est précisément ça le problème qui a été posé. En tout cas, sur le plan emploi, je voulais quand même dire une chose qui est importante. Mais d'accord, mais par exemple, on est revenu positivement sur ce statut de la micro-entreprise en permettant à ce que cette micro-entreprise ait un chiffre d'affaires bien plus élevé. Vous verrez que c'est des sources d'emploi et d'activité très importantes. Et c'est une réforme pragmatique. Voilà, fin de cette première partie. Taux de croissance en France de 1,1% en 2015, comme l'avait anticipé le gouvernement. Insuffisant, bien sûr, pour inverser la courbe du chômage. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Exclusif. Hassan Rouhani, le président iranien, est l'invité de France 24. Levée des sanctions, retour sur la scène internationale, guerre froide avec l'Arabie Saoudite, lutte contre le terrorisme. À l'occasion de sa première visite officielle en France, il abordera avec nous les grands dossiers de l'actualité internationale. Ne manquez pas cet entretien exceptionnel sur France 24 et sur France24.com.